The next speaker is a long-standing colleague and friend, Dr. Chin Ip from Lausanne, and I had the privilege of visiting his beautiful laboratories over 20 years ago, and he will speak on methadone, metabolism, and cardiotoxicity, an update on the biological, clinical, and genetic information. Dr. Ip. Thank you so much, Professor Crick. D'abord, j'aimerais remercier le comité d'organisation de me donner l'opportunité de présenter certaines de nos données, mais également des données d'autres collègues. Donc, je vais vous parler juste un bref rappel sur le métabolisme, ensuite vous parler de la cardiotoxicité de la méthadone, où est-ce qu'on en est actuellement avec les données sur ce problème de cardiotoxicité. Alors, juste un rappel, je pense que tout le monde le sait, c'est que quand on donne la méthadone, c'est le cas ici en France, aussi en Suisse, mais dans la plupart des pays du monde, actuellement, il y a 2 pays du monde où ils n'administrent qu'une forme de méthadone. Mais en France, notamment, on donne la méthadone sous forme chirale. Chirale, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de 2 énantiomères, la R et la S-méthadone. Donc c'est parce que si vous vous souvenez de vos cours de première année de biochimie, c'est qu'il y a un carbone asymétrique avec 4 molécules dessus. Donc il y a 2 formes possibles dans l'espace. Et si on regarde l'affinité de ces 2 formes, de 2 énantiomères sur les récepteurs opiacés, c'est le but qui est recherché en fait. Si on a l'IC50, donc c'est la valeur de méthadone qui est nécessaire pour avoir la moitié de l'effet pharmacologique. Donc l'IC50 sur le récepteur de la forme R-méthadone sur le récepteur opiacé mu est de 3 à 7 micromoles. Et l'IC50 de la forme S-méthadone, donc l'IC50 sur le récepteur opiacé mu, il est à 26 à 88 micromoles. Donc environ 10 fois plus faible, ce qui fait que cette forme-là, il faut moins de R-méthadone pour produire l'effet agoniste opiacé. Et c'est comme ça qu'on considère que la forme R-méthadone, la levométhadone, qui est actuellement disponible en Allemagne, la levométhadone est active, et tandis que la S-méthadone n'est pas active. Alors, au niveau du métabolisme, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Donc, ce qu'on sait, les études qui montrent de façon claire, c'est qu'il y a une enzyme qu'on appelle cytochrome P452B6. Donc, je vais vous parler de cette enzyme qui est l'enzyme principale pour le métabolisme de la méthadone. Il y a des données aussi qui suggèrent qui montrent que la forme CYP3A4 est impliquée dans le métabolisme de la méthadone. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a notamment un groupe aux États-Unis, le groupe de Karash, mais disons, finalement, il y a plusieurs groupes qui montrent qu'il y a le CYP3A4 également impliqué dans le métabolisme de la méthadone. Il y a le CYP2D6 qui est une forme qui a une activité mineure. Et il y a d'autres enzymes possibles, des aromatases, d'autres enzymes. Mais disons, je vais juste me concentrer principalement sur le 2B6. Et le 3A4, on le trouve au niveau du foie, mais on le trouve également au niveau de l'intestin. Et c'est notamment ces études sur l'application du 3A4 dans le métabolisme de la méthadone, c'est notamment toutes ces études que vous avez sûrement entendu parler lorsque les patients prennent des médicaments qui sont substrats du 3A4. Lorsqu'ils prennent du jus de pamplemousse, ils peuvent s'augmenter les taux de médicaments. Donc ça, c'était montré sur notamment des anticalciques où vous avez des énormes augmentations. Parce que en fait, le 3A4 bloque. Il y a le 3A4 est bloqué par des substances qui sont comprises dans le jus de pamplemousse et notamment c'est le 3A4 qui est au niveau intestinal qui est bloqué, ce qui fait que finalement il y a une augmentation des taux de substrat de cette enzyme. Nous avons notamment, donc le jus de pamplemousse bloque le 3A4 et nous avons notamment fait des études de pharmacocinétique de la méthadone. On avait pris un groupe de 8 patients sous méthadone en traitement de substitution, donc des patients à l'équilibre, puis on leur mesurait les taux de méthadone sur une journée. Donc avant la dose de méthadone, le taux augmente à 4 heures, puis ça redescend à 24 heures. Donc c'est une cinétique classique. Et puis pendant une semaine, ces patients devaient boire un verre de jus de pamplemousse avant la prise de méthadone.
Et en moyenne, nous avons relevé une augmentation de ce qu'on appelle l'air sous la courbe, la biodisponibilité, d'environ 20%. Certains patients ne bougeaient pas, d'autres patients montaient jusqu'à 40%. Donc ceci est dû au blocage de cette enzyme 3A4 par ce jus de pamplemousse en fait. Et puis, donc en moyenne, les patients qui prennent leur jus de pamplemousse, leur méthadone avec un verre de jus de pamplemousse, en moyenne, ils augmentent leur dose de méthadone de 20%. Alors, il y a l'enzyme principale donc, qui est impliquée dans le métabolisme de la méthadone, c'est le CYP2B6. C'est une enzyme qui est relativement peu étudiée jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a de plus en plus d'études là-dessus. C'était une des dernières, entre guillemets, enzymes étudiées. Il est impliqué dans le métabolisme de beaucoup d'autres substances, donc notamment le bupropion qu'on utilise dans le sevrage tabagique, qui est aussi un antidépresseur, l'efavirenz, donc c'est un traitement anti-HIV, méfobarbital, la méthadone, la méphénidine, la coumarine de façon mineure, le propofol, donc un anesthésiant qui est impliqué de façon majeure par le 2B6, la cyclophosphamide, l'ifosfamide, etc. Cette enzyme CYP2B6 a une très forte variabilité interindividuelle. Comme beaucoup de ces cytochromes P450, entre deux personnes, vous avez des différences d'activité d'un facteur 1 à 10. On peut bloquer cette enzyme, hein, donc avec le ritonavir, nelfinavir, on peut l'induire par l'efavirenz, donc le Stocrin, je ne sais pas comment il s'appelle en Suisse, donc nevirapine, donc les deux anti-HIV, on peut l'induire par le modafinil. C'est un gène qui code pour le 2B6, c'est un gène qui est extrêmement polymorphique. Donc il y a des personnes qui n'ont pas d'activité ou des activités faibles du 2B6, donc 3% environ, ça dépend aussi selon les ethnies. Des personnes ont des activités augmentées, donc 10% de la population peut avoir une activité 2B6 plus élevée. Encore une fois, c'est variable selon les ethnies. Et puis, des personnes ont une activité normale, activité réduite, c'est 10%, et activité normale ou augmentée, environ 90%. Excusez-moi. Alors, maintenant, quelle est l'implication au niveau du 2B6 et de la méthadone? C'est que nous avons fait cette étude, donc Dr. Kretol avait fait cette étude il y a quelques années déjà, où on a pris des patients on a mesuré les taux de S-méthadone, la forme inactive, donc la forme inactive pour le récepteur opiacé-mu, et on a mesuré aussi les taux de R-méthadone, donc la forme active sur le récepteur mu. On a mesuré les taux chez ces patients, donc en traitement de substitution, des taux à 24 heures, donc les taux avant la prise de la prochaine dose de méthadone. Et on avait des personnes qui ne portaient pas une certaine allèle qu'on appelle allèle 6. Lorsqu'on porte cet allèle 6, on a une activité réduite. Donc ça, ils étaient non porteurs de cet allèle 6, ils étaient porteurs hétérozygotes puisqu'on a 2 chromosomes, et puis ils pouvaient être homozygotes, donc 6-6, et ils ont sur les 2 chromosomes cette mutation 6 qui font qu'ils ont une activité réduite de B6. Une activité réduite mais pas nulle. Donc cet allèle 6 associé avec une activité ralentie. Et ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, si on regarde les taux de S-méthadone, les métaboliseurs lents ont des taux de S-méthadone 2 fois plus élevés, donc largement significatifs, tandis que si on regarde les taux de R-méthadone, il y a une augmentation de 30% et non significative. Donc il y a une légère augmentation pour la R-méthadone, mais un doublement des taux de S-méthadone chez les métaboliseurs lents. Donc, ceci montre, c'était le premier résultat montrant qu'en fait, le 2B6 est impliqué dans le métabolisme de la méthadone, et en plus, il a une stérosélectivité, c'est-à-dire qu'il va il va métaboliser préférentiellement la forme S-méthadone. Ensuite, il y a tous ces problèmes de QT long, donc, qui ont été décrits sur ces dernières années, donc, et puis finalement sous méthadone, donc on va reparler largement par la suite. Donc ici, c'est un ECG normal, hein, comme vous connaissez, avec le QRS, donc l'intervalle T. Donc ça, c'est un ECG normal avec un QT normal, donc entre l'intervalle QT, donc entre le Q et le T, donc dépolarisation et repolarisation des cellules cardiaques. Et puis, lorsqu'on a des QT longs, donc on a un prolongement du temps de repolarisation, ce qui fait par rapport à cet intervalle QT, on a un QT beaucoup plus long ici. Et dans certains cas, on a des torsades de pointe.
Donc, on connaît le mécanisme moléculaire de la majorité de ces QT longs. Et le mécanisme, c'est un blocage d'un canal, donc le canal HERG, le canal au potassium, donc qui est impliqué dans la repolarisation des cellules cardiaques. Et la méthadone peut bloquer ce canal HERG et peut prolonger l'intervalle QT et induire des tachyarrhythmies ventriculaires, des torsades des pointes sur les ECG, et puis dans des cas extrêmes, des arrêts cardiaques. Dans la base de données de l'OMS, en 2005, il y avait 282 cas de torsade de pointe et ou de prolongation du QT et ou arrêt cardiaque sous méthadone. Cette valeur est augmentée, on n'a pas cherché les dernières données. C'est aussi probablement sous-estimé parce que finalement, ces problèmes de QT long, ce sont des problèmes qui sont signalés par pharmacovigilance. Et dans les cas de pharmacovigilance, on estime qu'environ 1 cas sur 10 est reporté. Certaines personnes disent même 1 cas sur 100. Et puis finalement, il y a aussi, lorsqu'on a un patient qui décède sous méthadone, on peut imaginer que c'est un problème de dépression respiratoire, alors qu'en fait, on dit, voilà, il fait une dépression respiratoire. Et finalement, ça peut être un QT long. Et à l'autopsie, on ne voit pas la différence entre une dépression respiratoire et un QT long. Alors, donc on peut mesurer cet intervalle QT. Ce n'est pas une mesure parfaite donc d'une probabilité d'avoir une torsade de pointe, mais c'est un facteur, c'est une mesure de substitution qui est actuellement utilisée. Et c'est en fait la meilleure mesure de substitution qu'on peut avoir. Et ce qu'on peut montrer, c'est que finalement les personnes qui ont là, on a classé le groupe de patients qui ont des taux de méthadone, on les a classés en des taux. Il y avait une valeur moyenne, médiane, donc la valeur médiane, je vous rappelle, c'est la valeur exactement au milieu de toutes les valeurs. Alors, ceux qui avaient des taux de méthadone inférieurs à la valeur médiane et ceux qui avaient des taux de méthadone supérieurs à la valeur médiane. Et on voit que ceux qui ont des taux de méthadone bas, donc inférieurs à la valeur médiane, l'intervalle QT est statistiquement significativement plus faible que ceux qui ont des taux de méthadone élevés, donc avec une différence de 17 millisecondes. Et puis, on peut aussi classer les patients comme ayant une valeur de QT normale en vert, borderline en orange, et puis prolongée en rouge. Et puis, en regardant les gens qui avaient des taux faibles de méthadone, il y avait 21% avec des valeurs prolongées ou borderline de QT, et tandis que ceux qui avaient des valeurs élevées de méthadone, on a 51% avec des valeurs prolongées ou borderline. Donc, on a une augmentation forte de la proportion de gens ayant des valeurs QT prolongées ou borderline lorsque les taux de méthadone sont élevés. Et le fait d'avoir des valeurs élevées de méthadone donne un odds ratio de 4 qui fait qu'ils ont 400% plus de probabilité d'avoir des valeurs de QT borderline ou prolongées. En résumé, par rapport à ce tableau, lorsqu'on a des taux de méthadone élevés, on a un QT plus long, en moyenne. Et ceci montre une étude qui a été faite par Katchman, publiée il y a déjà quelques années, où ils ont regardé les valeurs de blocage du canal HERG par différentes substances, le LAM, la méthadone, le DDP, c'est le métabolite de la méthadone, donc mépéridine, fentanyl, la buprenorphine, la morphine, la codéine. Et ils ont regardé cette valeur d'IC50. IC50, encore une fois, c'est la valeur qu'il faut pour bloquer, pour produire la moitié de l'activité, soit un blocage, soit un effet agoniste. Et plus la valeur est faible, donc plus la substance est puissante pour bloquer. Et la valeur la plus faible qui a été trouvée, c'était pour le LAM, donc c'est un dérivé de la méthadone qui a été introduit quelques années, comme vous vous souvenez, en Europe et aux États-Unis, et qui a été retiré du marché à cause de ces cas de QT longs. Ensuite, il y a eu la méthadone, l'EDP, mépéridine, etc. La fentanyl a une valeur faible, donc elle est très puissante, elle peut bloquer de façon forte le canal HERG, la buprenorphine également, pas la morphine et pas la codéine, donc qui a une valeur plus élevée. Ensuite, ils ont fait un rapport entre cette IC50 et les taux dans le sang. Et c'est ça est intéressant. Donc, on voit que finalement, par rapport aux taux qui sont dans le sang, le LAM a la valeur la plus faible, donc c'est celle qui a le potentiel le plus fort pour bloquer le canal HERG, tandis que la méthadone a une valeur légèrement plus élevée. La fentanyl et la buprenorphine ont des valeurs plus élevées parce que finalement les taux dans le sang sont faibles. Donc potentiellement, ils ont moins de potentiel pour bloquer le canal HERG. Donc on trouve ici la méthadone en deuxième place.
Alors cette étude, ils ont pris les deux énantiomères de la méthadone ensemble, donc ils ont pris ce qui est administré dans la majorité des pays, et puis en fait, nous nous sommes posés... puis ensuite, on a aussi vu dans une étude que les métaboliseurs déficients de méthadone, ont des taux, les métaboliseurs déficients de méthadone, ceux qui ont le génotype 6,6, ils ont aussi des QT plus élevés, donc avec une différence significative, donc aussi 18 millisecondes. Le fait d'être métaboliseur déficient, on a un risque plus élevé d'avoir un intervalle QT long. Et de nouveau, le fait d'être métaboliseur déficient, 73% avaient des QT prolongés au borderline, tandis que ceux qui étaient bons métaboliseurs 2B6, seulement 30% ont des QT prolongés au borderline. Et de nouveau, le fait d'être métaboliseur déficient donne un odds ratio de 6, donc 600% de probabilité d'avoir des valeurs QT élevées. Nous avons également fait une analyse de cinétique de population, donc, où on avait pris des valeurs de 251 patients avec 504 mesures des deux énantiomères dans le sang. On avait 7 patients avec des taux, on a fait une cinétique complète sur 24 heures. Et puis on a fait une simulation, ce qu'on appelle simulation PK/PD, avec des doses simulées entre 160 et 400 mg chez 1000 patients stratifiés selon un polymorphisme génétique, 2B6 et ABCB1. ABCB1, c'est un transporteur, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, c'est aussi un transporteur qui peut être impliqué dans la cinétique de la méthadone. Le résultat est que si dans cette simulation PK/PD, si on augmente les doses de méthadone, donc de RS-méthadone, on a et là c'est la proportion de patients qui ont une valeur QT supérieure à 450 millisecondes. Donc c'est le seuil limite au-delà de lequel on considère que chez les hommes c'est un QT prolongé. On voit que ceux qui ont des mutations qui sont homozygotes pour les allèles avec une fonction normale, donc ceux qui ont une fonction normale du 2B6 et de l'ABCB1, il y a une très légère augmentation de la proportion de gens qui ont des QT longs, tandis que si on est homozygote muté, on a une augmentation plus forte. Donc le fait d'être de nouveau d'avoir un génotype 2B6 lent, plus aussi un génotype de l'ABCB1, vous augmente la proportion de patients ayant un QT long. Alors, on sait que la R-méthadone est un agoniste, la S-méthadone est un agoniste beaucoup plus faible. On s'est posé la question de savoir si, finalement, les deux énantiomères avaient une même affinité sur le canal Hurg. On a fait des mesures de blocage du canal Hurg sur des cellules expérimentales. Et ce qu'on a vu, c'est que la S-méthadone, elle est 3,5 fois plus puissante pour le blocage du canal Hurg que la R-méthadone. Ceci a été confirmé par une autre étude, donc publiée 2 ans plus tard. Encore une fois, donc la S-méthadone n'a pas l'effet agoniste opiacé, mais en plus, il bloque le canal Hurg de 3,5 fois plus fortement. Les métabolites de la méthadone ne produisent pas cet effet. Alors, on a voulu aller encore plus loin, c'est qu'on a fait une étude sur 28 jours, chez lequel on a remplacé la RS-méthadone par la R-méthadone pendant 2 semaines, puis on est revenu à la RS-méthadone pendant 2 semaines de nouveau. Et à chaque semaine, on a mesuré les taux de méthadone et on a fait des ECG. Et ce qu'on a vu, c'est que si on remplace la RS-méthadone par la R-méthadone, on a une diminution du QT. Donc, cette diminution est significative, 0,05. Donc, on passe de 423, 418, 412. Donc, une diminution du QT, environ 10 millisecondes. Donc, sur un calcul statistique, on a une diminution de 4 millisecondes par semaine. Si de la semaine 14 à la semaine 28, on passe la R-méthadone et on repasse la forme racémique. Et on a une augmentation du QT qui est statistiquement significative à P001. Donc, 424, 417, donc de valeur médiane, 424, 417, 424. 424, c'est la même valeur qu'au départ, mais tout l'intervalle est plus élevé. Donc, en 398 à 436, on passe à 412 à 443. Donc, on a une augmentation du QT lorsqu'on passe la R à la RS-méthadone. Et l'augmentation en moyenne de 4,7 millisecondes par semaine.
Et finalement, comme on le connaît bien, il y a plusieurs cofacteurs. La méthadone n'est pas le seul facteur qui peut faire un QT long. Il y a d'autres facteurs, on l'a démontré dans cette étude. Le taux de calcium influence le QT. Le potassium est extrêmement important également. Si un patient fait une hypokaliémie, il va augmenter son QT. Et puis, on a fait des calculs statistiques de modèles, mais je ne vais pas vous en parler. Mais ce qui est important, c'est que finalement, on voit qu'en fait, l'influence de la méthadone sur le QT dépend du potassium. Et puis que finalement, en résumé, les patients qui avaient un taux bas de potassium ont un risque plus élevé de QT élevé, ça on le connaît. Et ce sont les patients qui ont un taux bas de potassium, les patients qui ont une hypokaliémie, ce sont ceux qui profitent le plus de changer de la forme RS à la forme R-méthadone. Ce sont ceux qui, en fait, ont des QT le plus élevés et ce sont ceux qui profitent le plus de changement à la forme R-méthadone. Alors, maintenant, on peut aussi parler de la méthadone pour la douleur. Donc, on sait que est-ce qu'on pourrait utiliser la R-méthadone pour la douleur? En fait, on sait que la méthadone est un antagoniste du récepteur NMDA. Et puis, en fait, ça atténue et inverse la tolérance à l'effet opiacé, donc sans altérer l'effet analgésique. Et on sait également que la méthadone est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline, ce qui peut aussi contribuer le fait que pourquoi la méthadone est aussi intéressante pour le traitement de la douleur. Et si on regarde les données de la littérature sur la fonction d'antagoniste NMDA et la fonction d'inhibition recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, on voit que la R-méthadone a des valeurs de KI, de constante d'inhibition, qui est plus faible que la S-méthadone, donc 3, 4 au lieu de 7, 4, 0.014 au lieu de 0.99,2. Et là également, donc là, environ 7 fois plus faible, environ... Oui, aussi 7 fois plus faible. Donc, en fait, la R-méthadone a aussi des actions antagonistes NMDA et inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline qui sont plus puissantes que la S-méthadone. Donc, comme pour l'effet opiacé, la R-méthadone est plus active que la S-méthadone comme antagoniste NMDA et inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, la R-méthadone peut aussi être utilisée comme pour le traitement de la douleur. Alors finalement, pour en résumer, on sait que l'effet opiacé est principalement dû à la R-méthadone. Le blocage du canal HEAC par la S-méthadone est 3,5 fois plus puissante que par la R-méthadone et la prolongation du QT principalement par la forme S. Les métaboliseurs lents 2B6 ont des taux de S-méthadone plus élevés et sont plus à risque pour un intervalle QT long. Le remplacement du RS par la R-méthadone réduit l'intervalle QT et réduit en fait l'influence du génotype 2B6. Et ceci est important aussi parce que finalement, le génotype 2B6, les métaboliseurs lents, ce n'est pas une personne sur 1000, c'est une personne sur 15 à 20. Donc c'est quelque chose qui est cliniquement relevant. Et il faut dire que la R-méthadone n'est pas entièrement dénuée d'effets cardiotoxiques. Donc, on ne peut pas dire que si on remplace par la R-méthadone, il n'y a plus rien qui va se passer. Il y a tous les autres facteurs, l'hypokaliémie, la consommation de cocaïne, la consommation forte d'alcool, etc., l'hypocalcémie. Mais la R-méthadone a un profil de sécurité qui est meilleur que la S-méthadone et devrait être prescrite préférentiellement. Mais en attendant, parce qu'actuellement, il y a l'Allemagne qui a la R-méthadone, ils viennent d'introduire la S-méthadone en Autriche, ils sont en train de discuter pour l'introduire en Suisse, je ne sais pas quel est le cas en France, mais en attendant que la R-méthadone soit disponible, il est clair qu'il n'y a pas d'hésitation à prescrire la R-méthadone si besoin. Ce traitement est efficace, c'est pour la douleur. Ce traitement aussi sauve des vies dans le cas de l'addiction. On ne doit pas dire « Ah non, il y a ça ». Donc, c'est vraiment un traitement efficace. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut plus de contrôle. Donc, notamment chez nous, tous les patients qui sont au-delà de 100 mg de méthadone ont fait un ECG de routine. Donc ça doit faire partie du suivi de routine des patients. Voilà, finalement, j'aimerais remercier plusieurs personnes. Donc, Dr. Kretol qui a fait toutes ces études sur la forme de 2B6, Dr. Ansermo pour les études sur le switch de la RS à la R-méthadone, Dr. Rougier pour les mesures du canal HEAC avec les énantiomères, Dr. Deglon qui nous a vraiment beaucoup aidé dans toutes ces études, donc pour lesquelles on a vraiment eu une collaboration fructueuse au cours de ces années, professeur Scherbaum également dans différentes études. Je vous remercie pour votre attention.